Bonjour tout le monde. D'abord, un grand merci aussi pour l'invitation pour pouvoir parler ici aujourd'hui à ce colloque-là. Je dois dire, quand on a reçu la question ou l'invitation pour parler ici sur notre recherche, on a dû réfléchir un peu sur le lien entre cumul de peine et sortie de la prison. Je pense que le lien, il est quand même évident. Mais c'est juste, oui, on a dû réfléchir comment vous présenter ça d'une manière plus ou moins compréhensible, parce que parfois c'est aussi quelque chose, une matière très technique aussi. Donc je vais vous parler avec mon collègue Alexa Jonker de l'INCC. On va vous parler d'un projet qu'on a fait, un projet de recherche, en collaboration aussi avec plein d'acteurs de terrain, sur la question de calcul, exécution et cumul des peines. Le titre de ce colloque, c'est « La peine ne s'arrête pas à la sortie de prison » ou autrement dit, on pourrait aussi dire « La sortie de prison ne signifie pas la fin de la peine ». Et je peux dire que c'est aussi et surtout le cas s'il y a question de cumul de peine. La question du cumul de peine est bien connue au sein des greffes de prison et aussi au sein des maisons de justice. Probablement, c'est moins connu par d'autres acteurs du terrain, acteurs du monde judiciaire ou par le grand public. En tout cas, c'est quelque chose qui est peu étudié et quelque chose qui mérite, selon moi, aussi d'être réglé davantage. Les praticiens ne sont pas toujours au clair sur la façon de mettre en exécution plusieurs peines pour un même individu. Il y a beaucoup d'interprétations différentes, beaucoup de pratiques différentes au sein des commissions de probation, de TAP, tribunaux d'application de peine. Ils travaillent tous d'une autre façon. Comme indiqué, nous venons de terminer une recherche sur ce sujet qui a impliqué aussi des acteurs de terrain. Et pour cette présentation, nous allons aussi nous appuyer sur les résultats de cette recherche-là. Et le but de notre exposé est de vous montrer que la question du cumul de peines et la façon dont on traite cette question a aussi des effets importants pour la situation après sortie de la prison. Et sortie de prison, c'est très large. Ce n'est pas uniquement libération conditionnelle, mais ça concerne aussi surveillance électronique, détention limitée, permission de sortie, congé pénitentiaire, etc. En fait, on pourrait distinguer deux types de cumul de peine. Il y a un cumul intra-peine. Et dans ce contexte, si on parle de sortie de prison, c'est les détenus qui cumulent plusieurs peines de prison, par exemple, cumul intra-peine. On cumule plusieurs peines du même type. Ou bien, on peut aussi parler de cumul interpeine, des gens qui n'ont pas uniquement une peine de prison, mais qui ont aussi, comme on a mis, une peine de travail ou une surveillance électronique comme peine autonome, par exemple. Donc, c'est un cumul de plusieurs types de peines. Moi, je vais parler sur cumul intra-peine, donc des personnes qui cumulent plusieurs peines de prison. Et mon collègue Alexia va élargir la thématique et elle va parler sur le cumul interpeine et parler de relations entre sortie de prison, le détenu qui sort de la prison et qui doit aussi exécuter d'autres types de peines éventuellement. Ici, je vais vous montrer. Donc moi, je focalise sur cette situation pénitentiaire. Les personnes qui travaillent avec les détenus savent très bien qu'il n'est pas rare que les détenus cumulent plusieurs peines de prison. C'est plutôt la règle que l'exception. Il faut juste regarder le fiche d'écrou et on voit clairement que la plupart des détenus cumulent plusieurs peines de prison, pas uniquement une peine. Ici, je vais vous confronter avec quelques données empiriques. Ce sont des données qui datent déjà de 2006, mais je pense qu'il reste quand même aussi d'actualité, même si les règles d'enregistrement des titres de détention sur le fiche d'écrou s'est changé, c'est plus clair maintenant. Mais je pense que l'idée derrière reste encore la même. Et donc, en 2006, on a fait une recherche sur le calcul et le cumul de peines, spécifiquement focalisée sur le cumul de peines de prison. Et c'est une recherche qu'on a fait à la demande de le ministre de la Justice à l'époque, Laurette Onkelings. On a fait cette recherche en collaboration aussi avec l'administration pénitentiaire. Et l'idée derrière, c'était que la méthode d'exécution de la peine de prison en cas de cumul avait aussi un impact sur le nombre de détenus dans nos prisons. Donc, dans l'objectif de réduire la population carcérale, on commençait donc dans un objectif plutôt pragmatique au lieu de principal, au lieu de principe, plutôt quelque chose de pragmatique. On commençait à s'intéresser aussi à la question du calcul de la peine et de l'exécution de peine de prison en cas de cumul.
Et je vous présente ici quelques résultats, peut-être quelques résultats aussi très surprenants. Donc ça, c'est la situation fin juin 2006, 29 juin 2006. Dans la prison belge, il y avait 5634 condamnés définitifs. Et au total, on calculait le nombre de titres de condamnation définitive, plus de 17 000 condamnations définitives qui étaient en exécution à ce moment en prison. Et ça veut dire en moyenne que chaque détenu avait en moyenne 3 condamnations définitives en exécution à ce jour-là. La plupart des détenus cumulent plusieurs titres. 2 tiers de la population de condamnés définitifs à ce moment-là dans la prison avait au moins 2 titres. Et comme vous voyez, il y a quand même une personne qui avait 29 titres de condamnation définitive en exécution à ce jour-là. La plus ancienne condamnation à ce moment-là datait de l'année 1959. Et même, ce n'est pas une peine à perpétuité, mais c'était une peine temporaire, une peine entre 5 et 10 ans. Et vous pouvez vous poser la question comment ça se fait. Donc, c'est lié à la question ou à la pratique dont on exécute la peine de prison en Belgique actuellement. Ici, je vais vous donner un exemple. Donc, c'est la situation de base. Par exemple, il y a quelqu'un qui a une peine de 4 ans. Il commence à exécuter cette peine-là. Après 3 ans, il y a une autre peine de 2 ans qui est recommandée pour exécution par le parquet. Donc, au total, il y a un total de peine de 6 ans pour cette personne-là. Donc, il y a 2 façons comment on pourrait, en théorie, exécuter ces peines de prison. D'abord, il y a un mode d'exécution, on peut dire, voilà, chronologiquement. D'abord, on exécute la première condamnation qui est mise en exécution par le parquet. Et après, on exécute la deuxième peine de prison. Donc, ça veut dire que chaque jour de détention vaut pour une de ces peines-là. Donc, les premières 4 années de l'exécution de la peine, on exécute la première peine de 4 ans. Et après, si cette peine est purgée totalement, on commence à exécuter l'autre peine qui était mise qui était recommandée pour exécution. Donc, ça, c'est une façon d'exécuter chronologiquement. On commence par la plus ancienne peine d'abord, et après, on exécute les peines qui sont plus récemment mises en exécution. Il y a une autre façon qu'on pourrait faire, c'est simultanément au prorata. Ça veut dire que, dans l'exemple que je vous avais montré, on commence à exécuter la peine de 4 ans. Après 3 ans, il y a la deuxième peine qui est recommandée par le parquet pour exécution. À partir de ce moment-là, on exécute les 2 peines simultanément. Et prorata, ça veut dire que après 3 ans, de la première peine, on a déjà exécuté 3 ans, donc il reste encore 1 an. La deuxième peine de 2 ans n'est pas encore exécutée, donc il reste 2 ans. Donc ça veut dire, sur une journée, 1 tiers de la journée, ça vaut pour la première condamnation, pour le restant, pour le reliquat de la première condamnation. Et les 2 tiers de la journée, ça vaut pour la nouvelle condamnation qui est mise en exécution. Et ça, c'est la pratique qu'on pratique, c'est l'exécution, méthode d'exécution qu'on pratique actuellement. On ne fait pas chronologiquement, mais on globalise toutes les peines de prison qui sont mises en exécution, on les globalise. Cette manière de faire, donc je dis, c'est la deuxième méthode, donc simultanément qu'on applique. C'est pas réglé par un texte légal. C'est plutôt basé sur une tradition. C'est la coutume. On a toujours fait comme ça et on continue à faire ça comme ça. C'est un extrait d'une circulaire de janvier 1953, procureur général à l'époque de la Cour, qui explique que, voilà, il est généralement admis qu'on fait comme ça, donc il n'y a pas une base légale, c'est généralement admis, et cette manière de voir doit être approuvée pour diverses raisons. Et il explique pourquoi. Donc il y a 2 raisons, c'est lié à la prescription. Si on fait chronologiquement, on risque que certaines peines parviendraient à la prescription pendant que les autres sont exécutées. Et il réfère aussi à la pratique de libération conditionnelle
pour pouvoir jouir d'une libération conditionnelle, il faut d'abord avoir exécuté toutes les autres peines et on peut être libéré à la dernière peine si on a exécuté une partie de la dernière peine. Et ça, c'est un peu l'idée derrière. Mais donc, ce n'est pas réglé par la loi. Néanmoins, ça a des effets, cette manière de faire, d'exécuter simultanément, ça a des effets très importants aussi pour la situation après prison, après la sortie de prison. Par exemple, ici, s'il y a une libération conditionnelle qui intervient après 5 ans, si vous voyez pas, donc ici, c'est hypothétique, c'est un exemple effectif. S'il y a une libération après 5 ans, si on exécute chronologiquement, ça veut dire alors que la première peine, il était déjà exécutée totalement et qu'il reste encore juste la dernière peine qui était mise en exécution après 3 ans. Donc, il reste encore la peine de 2 ans. Et donc, il y a quand même une peine qui est complètement exécutée et ça veut dire qu'on devient condamné à une peine de 2 ans. Au moment de la libération, on a le statut d'un condamné de 2 ans, une peine de 2 ans. Et moi, si on fait simultanément, ça veut dire au moment de la libération conditionnelle, il y a des peines il y a une partie de chaque peine est exécutée, mais toutes les peines ne sont pas exécutées totalement, complètement. Donc ici, on reste un condamné à une peine de 6 ans. Et ça a aussi des implications très importantes après la sortie de prison, parce que ça a un impact aussi sur la durée de la délai de preuve. Si on est condamné à 6 ans, et même si le reliquat est de 1 an au moment de la sortie, on a une délai de preuve de minimum 5 ans. Il y a des minima dans la loi sur la libération conditionnelle, il y a le minima sur le délai de preuve. Donc, la durée de la délai de preuve est plus importante si on exécute simultanément. Aussi, la procédure après révocation, la personne reste toujours sur la compétence du TAP. Si on a une peine de 5 ans. Et la peine mise en exécution détermine aussi la vie et les conditions imposées. Si une de ces peines, par exemple, concernait des infractions sexuelles, on reste un délinquant sexuel et ça a aussi des implications au niveau de la procédure de libération conditionnelle. En conclusion, je veux dire que la nature et le taux de peine en exécution au moment de la libération déterminent aussi la situation post-pénitentiaire et c'est lié aux méthodes d'exécution de la peine en prison et le législateur reste muet à cet égard-là. Bon, je donne la parole à Alexia. Merci Eric. Voilà, je vais vous poursuivre. Eric vous a montré les conséquences du cumul intra-peine sur la situation lors de la libération. Moi, je vais prendre l'hypothèse d'une personne sortant de prison, mais devant encore exécuter d'autres peines ou mesures. Donc, le concept de peine ici est pris au sens large. Ça englobe aussi bien des peines que des mesures. Alors, quel est le principe? C'est qu'en soi, il n'y a pas d'obstacle à l'exécution simultanée de plusieurs peines ou mesures. Pour autant que, et c'est ici que ça devient important, pour autant que les modalités d'exécution de ces peines ou mesures soient compatibles. Alors, c'est l'exemple d'une personne qui est libérée, qui est en libération conditionnelle, mais qui doit encore exécuter une peine de travail, ou bien quelqu'un qui bénéficie d'une interruption de peine, mais qui se voit appliquer une médiation mesure, par exemple. Alors, c'est intéressant de retrouver, en fait, de repointer du doigt une note de service de 2008 de la Direction générale des maisons de justice. Alors, c'est assez ancien, mais c'est le seul texte qui parle du cumul des peines et mesures. 2008, c'était l'époque où la Direction générale des maisons de justice relevait encore de l'administration de la justice, au même titre que la Direction générale des établissements pénitentiaires ou de la Direction générale de l'ordre judiciaire. Et à l'époque, elle avait clarifié cette situation de cumul de peines ou mesures en reprenant le principe d'une application simultanée tout à fait possible, pour autant qu'il n'y ait pas d'obstacle à cette application simultanée. Et rappelant aussi un principe intéressant, c'est que toute peine ou mesure doit être mise à exécution le plus rapidement possible après son prononcé pour qu'elle puisse encore faire sens. Alors, quelles sont les conséquences de cette position de principe ?
Alors, première conséquence assez importante, c'est que les difficultés qui seraient rencontrées dans le cadre de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, voire l'échec de cette peine ou de cette mesure, ne peut pas avoir de conséquences automatiques sur l'exécution d'une autre peine ou mesure. Reprenons l'exemple d'une personne en libération conditionnelle qui doit en même temps exécuter une peine de travail. On a parlé de la révocation éventuelle si la personne ne respecte pas les conditions mises à sa libération conditionnelle, elle risque d'être révoquée. Eh bien, c'est pas pour ça qu'on va considérer que sa peine de travail, de manière automatique, n'est pas bien exécutée. Donc, il ne peut pas avoir de conséquences automatiques du mauvais accomplissement d'une peine sur une autre peine. Deuxième conséquence, c'est que chaque peine ou mesure a un caractère juridiquement autonome. Et ça, de nouveau, c'est essentiel, ne fût-ce que parce qu'il va y avoir un contrôle différencié de leur exécution. Vous savez comme moi qu'une peine de travail, son suivi va être assuré par la commission de probation, tandis que la libération conditionnelle, la personne va être suivie par le TAP. Et donc, on n'a pas, en cas de cumul de peine, un organe qui reprend le contrôle de la peine. Non, en fonction du type de peine ou mesure mise à exécution, on aura des autorités différentes qui vont en assurer l'exécution, la bonne exécution. Conséquence de ceci, les deux Audrey vous ont parlé du suivi des assistants de justice en cas de peine ou mesure. Un assistant de justice qui suivrait quelqu'un en libération conditionnelle et en même temps cette personne aurait une peine de travail, eh bien, elle va faire rapport à des autorités mandantes différentes. Et elle ne va pas faire un même rapport pour les deux autorités. Elle va évidemment contextualiser l'exécution d'une peine ou mesure, dire par exemple au TAP que vous savez, telle personne suivie en LC, il est également suivi en peine de travail, mais il ne va pas faire rapport au TAP de la bonne ou non, ou de la pas bonne exécution de la peine de travail. Ce sont deux peines ou mesures différentes et donc des rapports distincts seront faits par les assistants de justice. Alors, je rappelle aussi, et je trouvais ça important que la note de service de 2008 le précise, en tout cas, elle préconise que la bonne exécution d'une peine ou mesure ne peut jamais être une condition à la bonne exécution d'une autre peine ou mesure. Autrement dit, dans le cas d'une libération conditionnelle, le TAP, sachant qu'il y aurait une peine de travail qui devrait être mise à exécution, ne peut pas mettre comme condition à la libération conditionnelle « il faut que monsieur exécute bien sa peine de travail ». Non, ces deux peines et mesures sont juridiquement différentes et donc l'exécution d'une peine ne peut pas être prise comme condition à l'exécution d'une autre peine. C'est un principe qui mériterait d'être rappelé. Alors, je m'appuie ici, comme Éric l'a dit, sur un travail collectif qui a été fait avec plusieurs personnes et qui va faire l'objet d'une publication. C'est le petit quart d'heure publicitaire, j'ai mis les publicités à l'extérieur, mais simplement pour dire que les exemples que je vais prendre ici ont été discutés justement par des praticiens. Ce sont des exemples simples dont je vais vous parler, simples parce qu'on va simplement cumuler deux peines ou mesures. Mais en réalité, en général, il y en a deux, trois, il peut y avoir plusieurs peines de travail, etc. Mais c'est pour la démonstration ici que je simplifie. Alors d'abord, la question d'une personne qui sort de prison, elle pourrait être amenée encore à exécuter une peine de travail. Pourquoi? Parce que là, la position, notamment de la communauté française, est claire, c'est qu'actuellement, on ne peut pas exécuter des peines de travail en prison. En fait, il y a une position qui a été prise en 2005 pour dire que faire de la prison un lieu de prestation, eh bien, c'est tout à fait contraire à l'esprit de la loi, puisque la loi sur la peine de travail vise à la réinsertion du condamné dans la société civile, et donc il ne convient pas de lui faire exécuter une peine de travail en prison. Déontologiquement, ce serait quand même très limite. L'administration de la justice condamne à une peine de travail et puis bénéficie du travail du condamné, ça ne va pas. Donc, je ne pense pas que la communauté flamande ait pris position, mais en tout cas, c'est le principe qui prévaut. Et c'est pour ça qu'en sortant de prison, des personnes peuvent être amenées à exécuter une peine de travail. Alors, par exemple, est-ce qu'une surveillance électronique, donc une personne libérée sous surveillance électronique, est-ce qu'elle pourra en même temps exécuter une peine de travail? On en revient toujours aux principes généraux. Si les formes de la surveillance électronique et les conditions imposées dans le cadre de la surveillance électronique ne sont pas incompatibles avec une peine de travail, eh bien, en soi, c'est possible. Alors, quand je parle des formes de la surveillance électronique, une surveillance électronique qui est une modalité d'exécution d'un mandat d'arrêt, là, clairement, c'est pas possible, puisque la forme est particulière. Mais une surveillance électronique dans laquelle il y aurait des conditions, donc une modalité d'exécution d'une peine ou une peine autonome,
En soi, ce n'est pas interdit, mais c'est ici que ça se complique, c'est que comme ce n'est pas réglementé de façon uniforme pour l'ensemble de la Belgique, eh bien, on voit que les pratiques sont différentes, puisque la surveillance électronique étant suivie pour partie, pour certaines de ces formes, par les TAP, on voit que les pratiques des TAP ne sont pas uniformes et dans ce cas-ci, par exemple, une peine de travail sera suivie par les commissions de probation. Chaque commission peut encore décider. Dans l'ouvrage dont je faisais référence, on a mis un exemple. Si, dans le cas de la surveillance électronique, l'intéressé a comme condition de chercher activement en emploi, eh bien, certains TAP considèrent que cette recherche d'emploi est incompatible avec l'exécution d'une peine de travail. Donc, on est vraiment dans les questions d'interprétation des conditions qui sont mises à l'exécution d'une peine ou d'une mesure. Autre exemple, une libération conditionnelle et une peine de travail, ou une libération conditionnelle et une mesure de probation. En soi, de nouveau, ce n'est pas incompatible pour peu que les conditions imposées dans le cadre de la mesure n'empêchent pas ces applications simultanément. Alors, deux exemples où clairement là, ce n'est pas possible. Je vous ai pris l'exemple d'un détenu qui peut sortir grâce à un congé pénitentiaire ou une détention limitée. En général, on considère que comme les objectifs de cette mesure sont assez précis, eh bien c'est incompatible avec, par exemple, l'exécution d'une peine de travail. Idem pour l'interruption de peine. Elle est accordée en général dans un objectif très précis qui est souvent jugé incompatible avec l'exécution d'une autre mesure, comme une autre mesure ou une peine, comme une peine de travail. Tous ces exemples-ci vous montrent en fait la difficulté de la matière actuellement en Belgique parce qu'elle n'est pas réglementée de manière uniforme, parce qu'il y a des autorités de contrôle qui sont différentes et qui prennent des positions différenciées d'un arrondissement à l'autre. Et donc, on est vraiment dans des modalités d'exécution au cas par cas des situations de cumul des peines. Ce qui pose évidemment problème en termes de prévisibilité de la manière dont les peines et les mesures vont être appliquées. Les autorités judiciaires, parfois elles-mêmes, ne savent pas comment faire exécuter simultanément plusieurs peines ou mesures. On l'a vu dans notre groupe de travail. Bien souvent, pour les praticiens, toutes les personnes intéressées, greffiers, assistants de justice étaient autour de la table, avocats, et parfois on ne savait pas comment mettre à exécution ce type de peine. Et donc ça pose des questions en termes d'égalité des condamnés, puisque selon l'arrondissement judiciaire, leur autorité de contrôle, il y aura telle ou telle application, et ça pose évidemment des problèmes en termes de légalité, tout simplement. Donc, en conclusion de cet exposé de mon collègue Éric Maas et moi-même, on voulait attirer l'attention sur la complexité des situations en cas de cumul des peines. Sachant que, Éric l'a dit, la majorité des condamnés en prison cumulent plusieurs peines. C'est plus relatif au niveau des peines en milieu ouvert, des peines et mesures en milieu ouvert, mais ça arrive quand même. Et donc, le cadre juridique, il est tout à fait lacunaire. C'est la coutume qui permet de régler au cas par cas ces situations. Avec la difficulté, c'est qu'on est en présence d'autorités mandantes différentes qui ne s'entendent pas toujours. Les positions des TAP ne sont pas toujours les mêmes que les positions des commissions de probation. Je ne parle pas encore des parquets qui sont aussi chargés du contrôle et de l'exécution des peines, mais qui n'ont pas toujours les mêmes positions que ces différents acteurs. Donc, on constate une très grande divergence des pratiques. Et du coup, c'est vrai qu'en conclusion, on appelle à une vigilance par rapport à cette situation-là. On se demande quand même si on ne devrait pas aller aussi vers une codification de toutes ces normes qui visent à l'exécution des peines quand il y a cumul des peines, vu les spécificités. Et c'est vrai qu'on tient aussi à souligner que nous n'avons pas encore étudié l'impact d'un cumul des peines sur les condamnés eux-mêmes, de savoir quelle compréhension est-ce qu'ils ont de ces situations qui s'imposent à eux et quelle compréhension ont-ils de la sanction et de la mainmise pénale. Voilà, c'est un peu ces situations difficiles qu'on avait envie de mettre sur la table aujourd'hui pour vous inviter à y réfléchir avec nous et je vous remercie pour votre attention.